quand, en 1997, le problème s'est posé pour la jeune démocratie congolaise de complètement couper, comme un petit enfant pour couper la tête, nous nous sommes retrouvés tous ici à vouloir organiser la lutte parce que nous nous sommes retrouvés même à voler le train, nous, pour aller à Genève. Parce qu'il se posait à cette époque-là le débat politique sur la légitimité du pouvoir. On est arrivé là-bas, on était seulement 4, on a battu tous ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir que vous décrivez. Parce que là, j'ai entendu une description très très formidable, mais pour moi c'est une description de la schizophrénie politique générale dans laquelle nous nous retrouvons, puisque vous voyez que les intellectuels, les cadres, tous les jeunes, tout ça, vous avez constaté que nous sommes tous devenus comme des fous. Et donc, moi, je suis allé, excusez-moi d'aller vraiment puiser dans ce qui nous reste comme valeur culturelle, puisque les autres valeurs, on a tout transformé. Ça devient des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Donc, excusez-moi de répartir dans les valeurs de la société congolaise pour faire ma conclusion au débat. Et nous avons quand même la question qui est, il y a le mot symbolisme, qui est normalement le rôle du symbolisme, c'est tout faire pour exprimer n'importe quelle idée de façon que ce soit accessible à tous. Or, il s'avère que le débat qu'on a eu ici en France, vous nous avez dit, il faut rentrer sur place, parce que si on reste ici, c'est laisser la place à Sassou Nguesso tout seul pour occuper le terrain. La phrase philosophique, et je vous le récite, c'était la vraie lutte se fait sur le terrain. Donc vous êtes rentrés, nous sommes restés ici. Entre-temps, quand vous êtes partis là-bas, vous ne posez pas aussi les questions d'une manière correcte. Vous nous considérez, nous, comme antichambre ici à Paris. Nous, on travaille dans tous nos moyens. C'est dans les idées, l'amour du pays que nous avons, qu'on est venu exprimer ici. Parce que ce n'est pas nos propres moyens. Et quand vous êtes là-bas au pays, où il y a la vraie lutte, dit-on que sur le terrain, il s'avère que dans l'ensemble de vos déclarations, dans l'ensemble de vos positions, dans l'ensemble de votre travail, vous n'avez jamais, et là, je vous mets au défi, vous pouvez me nommer n'importe quel homme politique qui aura prononcé uniquement la nécessité du vote du Congolais de l'étranger. Uniquement. Uniquement. Or que vous savez très bien qu'à l'étranger se trouvent beaucoup de gens qui sont revenus ici avec vous en exil, qui la date de leur retraite est tombée ici en exil, ils sont encore en exil, et ils ont la retraite qui n'est pas payée. Mais parmi vous, il y en a des personnes qui sont déjà là-bas et qui ont eu des rappels de salaire. Donc ça, ce sont des grandes questions, c'est pourquoi je prends le symbolique. Donc, moi, ce que je pense, en tant que citoyen, là, ce n'est pas échange d'idées. Donc, si vous dites échange d'idées, alors moi, je dirais que ça ne me concerne même pas. Puisque moi, si je prends la voix du Congolais, ça veut dire que ce que nous faisons là, aujourd'hui, c'est une séance de travail. Or, vous savez que cette séance de travail, pour le marquer, notre culture congolaise, en tout cas en ce qu'elle avait en des valeurs fondamentales, nous avons ce qu'on appelait le cymbalon. Le cymbalon, c'était un objet qui était divisé en deux, qui était donné à deux parties, et à chaque fois qu'on se retrouvait à n'importe, même dans l'eau, quand on rapprochait ces deux parties, on se reconnaissait qu'on est des frères et des sœurs. Donc, vous qui êtes au pays, et nous qui sommes ici, on n'a plus à se traiter comme si nous étions antichambres. Il faut aujourd'hui que nous mettons un cymbalon. Il faut un cymbalon ici. Il faudrait qu'on arrive à avoir ici, là, un moyen d'écrire un petit, je ne sais pas moi-même, 2 phrases ou 3 phrases, qui soient au moins une charte fondatrice de notre liaison de travailler ensemble. Ça, c'est la première proposition que j'ai pu faire. Maintenant, la deuxième proposition, c'est que au niveau du pays, en tout cas, ne forçons pas les problèmes. Il y a un problème qui est très grave, qui est que l'ensemble des partis politiques pose vraiment une situation assez difficile. Parce que aucun responsable ne se déclare contre le principe de constater que nous avons une dictature. Ce n'est pas un truc de pouvoir d'une équipe de gens qui font l'exercice de la gouvernance et qui sont incompétents. C'est pourquoi ça se passe que l'argent du pétrole, on a une dictature qui est organisée comme toutes les dictatures du monde s'organisent. Nous avons des comptes bancaires non déclarés, qui sont non déclarés, y compris pour ceux de l'opposition qui travaillent avec le pouvoir, parce qu'il ne faut pas non plus oublier cette question, non déclarés pour ceux qui sont au pouvoir. Et paradoxalement, nous avons, nous, l'idée qu'il faudrait à tout prix qu'il y ait un changement.
Parce qu'il y a une question de gestion de la renaissance des pays. Merci, mon cher. En tant que génération, nous, il y a beaucoup de jeunes, qui n'ont absolument aucune place. Mais on est en train de s'arranger pour qu'on fasse tout pour que le 2016 soit seulement une utopie pour une fausse définition de la démocratie. Merci, mon cher Paul. Merci beaucoup. Oui, on continue. Michel, s'il te plaît. Oui, merci. Merci beaucoup, M. Diop. Grand frère, je vous appelle grand frère. Grand frère Moukeke. Merci. Oui, je dis que j'ai confiance en vous. Je ne sais pas, parce que la confiance, ça se gagne. Ça se mérite. Ouais. Ça se gagne. Je le dis pourquoi, je vais essayer de vous rappeler, puisque j'ai lu le livre 30 ans de révolution pour rire. Vous vous souvenez? Il est de vous. Vous avez été juge, puis président de la Cour révolutionnaire de 69-72. Vous avez été cofondateur du PCT et secrétaire exécutif du parti. Vous avez été ministre de l'Enseignement, puis ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, je crois que sous le gouvernement d'Henri Lopez. Bien sûr d'avant. C'est exact, c'est ça. Vous avez été commissaire politique dans la Sangha, député sous le règne de Sassou I, puis vice-président du Conseil constitutionnel. Vous êtes membre cofondateur de l'UPADES, le parti LAPI, vous vous souvenez, secrétaire général de ce même parti. Vous avez été député légitime, puisque là, nous avons été dans l'ère démocratique, donc sous la houlette de l'UPADES. Vous avez été aussi président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Je crois que vous avez un étau politique qui a de l'épaisseur. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette attitude un peu mollassante. Vous avez une opposition aujourd'hui, vous avez le collectif des 17. Il est disparu. C'est un serpent à 7 têtes. Pourquoi vous, en tant que grand frère, de tous, vous êtes la seule personne qui a une grosse expérience politique. Pourquoi ne pas taper le poing sur la table pour dire non, il faut qu'on donne une lisibilité, une visibilité à ce mouvement politique. Désignez une tête. Vous prenez la tête du mouvement pour donner la lisibilité au peuple. Donc, structurer ce parti, c'est ce que les militants demandent, je crois. La dernière rencontre politique que vous avez eue à Mongali, les militants l'ont exigé. Ils ont besoin d'avoir une lisibilité. Qui conduit le mouvement? C'est que vous êtes déjà au-dessus de là qu'il faut, mais jouez le rôle, soyez le constitutionnel en quelque sorte, ou bien le sage de ce mouvement-là, en donnant des idées, en inspirant les plus jeunes. C'est pas ce que vous faites. J'ai l'impression que vous laissez tout mouiller. Bon, on va aller comme ça, comme Malthus, hein, le plus fort s'en sortira. Je pense que ce n'est pas ça ce qu'on attend de vous. Parce que ce combat-là, c'est comme le sort des cliquets. Que vous soyez insecte ou cliquet, vous subissez le même sort réservé aux insectes. Nous sommes dans cette situation-là. Donc, je vous demande, enfin, dis-moi, de faire un effort pour donner la lisibilité au collectif. C'est très important. 2. Dans quelques jours, je crois qu'il reste 6 jours à peu près, 7 jours, vous allez célébrer votre anniversaire. C'est des choses qui sont organisées. Vous êtes encore là. Partirez-vous ou vous allez rester ici? Ça, c'est une deuxième question. Voilà, vous avez parlé du déclic. Le déclic ne peut venir que si vous, en tant que doyen du groupe, donnez la lisibilité au mouvement. Bon, la synergie, on peut la construire. C'est aussi un travail que nous devons faire tous ici, dans le respect des uns et des autres. Là, ça ne vous concerne pas, nous. Mais ma question, c'est là, mon frère, c'est comment vous, avec votre épaisseur, de faire pour que le mouvement soit lisible? Et quelle c'est la question? Je termine. Le plan B, si jamais les États généraux n'y arrivent pas. Merci, mon cher Michel. Mon cher Benoît. Merci, Monsieur le Président. Merci la présidence collective de commencer la parole. Ne pas dire ce moment de privilège qui est toujours un moment de partage. Une question apparaît
quand je vois le collectif semble apparaître pour moi comme assumant le rôle de ce qu'on entend, jadis on appelait intellectuel révolutionnaire. Cette mission qui vous est assignée, ou alors que vous êtes assigné, mais enfin je préfère dire une mission qui vous est assignée, consiste donc à éclairer ceux qui sont timorés, ceux qui connaissent à ce jour ce que vous avez appelé tout à l'heure une torpeur. Moi je crois qu'il ne faudrait pas qu'on se décourage, bien au contraire. Avec l'élan que vous avez pris, il faut nécessairement secouer les gens, d'autant plus que vous formez un collectif. Ce collectif qui réunit pas mal de partis. À partir de ce moment-là, vous devez élaborer un travail tel que chaque parti ayant une base, sensibiliser tout ce monde-là pour que la machine que vous avez mise en route soit une machine efficace. Et d'autre part, bon, vous savez que ici nous sommes organisés de telle sorte que nous ayons un relais sur place. Et le relais, c'est bien vous, puisque nous partageons le même idéal. Faire partir celui qui ose affaire de ce pouvoir, parce qu'on n'a pas d'autre alternative que ça. Mais je crois que vous ne devez pas vous limiter en vous disant que le collectif est... Parce que nous avons reçu d'autres qui ont cru comprendre, enfin, j'ai cru comprendre que ceux-ci avaient, disons, un doute, ou alors se disaient que le collectif n'est pas représentatif. Le collectif, pas le collectif, la diaspora n'est pas représentative. La diaspora est représentative, c'est le compte. Je pense que nous sommes, comme qui dirait en mathématiques, alterne interne et alterne externe. Vous êtes sur le terrain, donc c'est vous qui faites le travail à l'intérieur, et nous sommes assignés aussi une mission de faire un travail sur l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, ces deux forces qui peuvent s'unir vont faire en sorte que nous triomphons. Parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Et à partir de ce moment-là, il faudrait, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, nous signons éventuellement une charte de telle sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre vous qui êtes sur le terrain et nous qui sommes là. Parce que nous œuvrons de telle sorte que nous fassions triompher notre idéal, nos idéaux, et faire en sorte que le pays sorte de cette situation. C'est ce que je voulais Merci partager. beaucoup, Benoît. Merci. Ce sera Robert Patipan. L'Onapa. Ah, c'est à la fois un grand plaisir, Monsieur le ministre et secrétaire général de l'UPADES. Je sais pourquoi je dis secrétaire général de l'UPADES. S'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé, ce que vous avez retracé, vous avez fait d'abord une très belle dissertation. Et vous n'avez pas fermé de porte, vous l'avez ouverte. Et vous l'avez ouverte en disant qu'il y a un événement catalyseur qui manque pour régler le problème du pays. Nous nous connaissions, monsieur le secrétaire général, depuis voici presque 23 ans. Parce que je me rappelle que dans les réunions que nous tenions pour préparer la conférence nationale, je venais avec ma fille qui avait à l'époque 1 an. Chez vous. Aujourd'hui, les choses sont très graves. Vous l'avez dit. Je n'ai même pas à le dire. Le pays est bloqué. En fait, on est bloqué. Il est bloqué dans ce que vous avez défini. Faut-il dire oui à cette constitution? Faut-il dire non à cette constitution? C'est là le blocus. Ce qui se passe aujourd'hui, monsieur le secrétaire général, l'unique fois que Denis Sassou Nguesso s'est prononcé sur ça, c'est en 2008 et en 2009, des interviews qu'il avait accordées dans Jeune Afrique Intelligente. 2008 et 2009. Et il est en train de l'appliquer exactement quand vous le relirez, quand vous aurez l'occasion. Vous verrez que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il avait annoncé en fait, en 2008 et en 2009. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une chose que je voudrais aussi relever, c'est que si le pays avait continué après le 31 août 92, quand le président Pascal Lissouba prête son serment, peut-être qu'aujourd'hui, vous l'aurez succédé, vous serez peut-être président.
On ne sait pas. Mais l'UPADES, dans cet élan, vous aurez permis peut-être, vous, de devenir président du Congo. Mais ce processus a été bloqué. Il a été détruit. Le processus démocratique a été détruit. Et il n'est pas prêt à être rétabli. Il faut l'élément catalyseur. Je vous connais assez courageux. Je dis bien assez courageux. Je sais que vous êtes très courageux. Et jusqu'au point de dire même que, écoutez, si on n'était pas parti, il allait toujours créer des partis, des candidats qui allaient partir en notre lieu et place. Donc vous étiez presque contraint de partir. Vous êtes partis comme tous ceux qui étaient sortis et qui sont repartis au Congo. Croyant que, parce que je me rappelle de l'appel qu'il fait en 2002, que venez, tous ceux qui sont sortis. Cet appel, c'est le deuxième appel, parce qu'il y a eu un premier appel qu'il avait fait le 1er mai 1980, un meeting qu'il tient à Mpila, je suis encore à Brazzaville, le 1er mai 1999. Il demande à tout le monde de rentrer. Et c'est là où les jeunes qui sont venus de Kinshasa ont été piégés, ont disparu et autres. Et le deuxième, c'est celui de 2002, où il appelle tout le monde. Et Kolela lui fait un défi. Il savait que quand je vais payer, il a payé le billet de toute la famille qui était avec lui à Abidjan. Et on annonce sur RFI que le président Kolela sera demain à Brazzaville. Ça soit tout mis en œuvre de sorte que cela ne soit pas. Et pourtant, il avait demandé à tous les exilés de rentrer. Vous êtes rentrés, ceux qui sont rentrés, mais vous êtes rentrés pour quoi faire? Vous l'avez dit, pour ne rien faire. Et vous avez constaté aujourd'hui que le pays est bloqué. Il est complètement bloqué. Et vous nous dites aujourd'hui qu'allons-nous faire? En fait, vous avez tout. Moi, je ne peux pas vous demander, dites-nous ce que nous allons faire. Mais vous nous sollicitez pour nous dire, mes chers frères, mes chers fils, mes chers parents, qu'allons-nous faire? Donc nous sommes là, non pas pour... on vous a écouté, mais c'est pour donner maintenant les solutions. Parce que vous nous avez sollicité. Merci, mon cher. Voilà. J'aimerais bien rebondir un peu sur ce que a dit le ministre Suarez. Il faudrait qu'aujourd'hui que les relations soient bien clarifiées entre le collectif des 17 et la diaspora. Parce que qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? On remarque que jamais l'opposition congolaise qui est basée sur place au pays n'a parlé de la diaspora. Et j'ai comme l'impression que vous ne reconnaissez pas le travail que fait la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora congolaise fait un travail extraordinaire. Mais malheureusement, les gens qui sont sur place au pays, vous ne le reconnaissez pas. Et moi, nous recevons aussi des retours. Le travail qui est fait au niveau de la diaspora, vis-à-vis des organismes internationaux, tout ça. Mais franchement, ils apprécient beaucoup. Et aujourd'hui, ils sont au courant de tout ce qui se passe au Congo grâce à la diaspora. Et nous aussi, nous recevons des informations de fois qu'au niveau du pays, l'opposition au pays n'a pas cette information-là. Mais nous, au niveau de la diaspora, comme il y a des gens qui essaient de nous faire un peu confiance, nous renvoient des informations et nous prenons ces informations, nous les mettons à disposition du monde entier. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait une relation bien clarifiée entre le collectif des 17 et la diaspora. Et jamais aussi au pays, vous n'avez jamais parlé pour la diaspora. Alors vous oubliez que non, le Congo aujourd'hui, il y a au moins plus de 200 000 Congolais qui sont à l'étranger et qui n'ont même pas le droit de vote aussi. Mais comment on ne peut pas vivre dans un... Aujourd'hui, tous les gouvernements qui se sont succédés au Congo n'ont jamais évoqué ce problème-là. C'est anormal. Aujourd'hui, il y a des enfants des Congolais qui naissent à l'étranger aussi, qui sont aussi Congolais, mais qui ne peuvent pas aussi participer aux élections au pays, aux devoirs citoyens au Congo. Et le Congo aujourd'hui perd beaucoup de cadres. Parce que nous, on voyage, on regarde, le Congo perd beaucoup de cadres. Parce qu'au niveau de l'international, au niveau de la diaspora, les choses sont très mal organisées. L'État n'est pas bien organisé dans ce sens-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit prendre la brasse école
le problème de la diaspora. Il faudrait qu'il y ait une vraie relation, une vraie synergie entre la diaspora et le collectif du 17. C'est comme ça que nous, on pourra réussir à déstabiliser et à gagner ce combat-là. Moi, je ne pense pas que tout seul, vous l'avez au pays, vous pouvez gagner ce combat-là. Voilà. Il faudrait associer efficacement la diaspora. Merci, mon cher. Je suis M. Cyr Nestor Pied, responsable politique, membre actif du comité d'action. Monsieur le Président, je vous ai suivi dans votre mot liminaire. Tout a presque été dit. Tout a été dit. Moi, j'ai 4 questions à vous poser. Parce qu'en fait, je suis là dans le sens, comme l'a défini le président du comité d'action, le coordonnateur, que chaque fois qu'un responsable politique, un responsable du collectif est à Paris, c'est pour nous une occasion de travailler, d'échanger pour créer cette synergie-là. Moi, je crois à la vertu du débat, d'échange. En ce qui nous concerne, le collectif et le comité d'action, nous sommes dans un partenariat qui forcément ne peut fonctionner que s'il y a cet échange d'informations. J'ai structuré mon propos sur 2 points. Le premier point, c'est en ce qui concerne l'UPADES, parce que vous êtes le responsable, sinon le plus important, responsable de l'UPADES. Depuis 91, 92, le président Pascal Soudan. Je constate que l'UPADES, j'ai 2 questions à vous poser par rapport à la crise interne de l'UPADES et puis le rapport de l'UPADES avec les institutions. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que personnellement, j'entends des choses. Je sais qu'il y a des divisions au sein de l'UPADES. Je ne veux pas rentrer dans cette division-là. Mais je souhaiterais qu'en tant que président de l'UPADES, l'un des responsables de l'UPADES, que ce point-là soit... comment l'exprimer? Les institutions nationales. Hein. Voilà, les institutions nationales de la République, le rapport de l'UPADES avec les institutions de la République. Moi, mon sentiment est que les divisions au sein de l'UPADES fragilisent l'UPADES, hein, qui est un grand parti, un parti de gouvernement. Et cette fragilité-là induit sur le collectif qui est partenaire du comité d'action. Le comité d'action, dans le partenariat avec le collectif, est la nouvelle, en ce qui me concerne, hein, par rapport à mon avis, je crois, c'est la dynamique qui pourrait apporter le changement et l'alternance au Congo. De votre point de vue, de votre regard, est-ce que vous pensez que l'UPADES est appelé demain à se réunifier, ne fût-ce qu'avant les grandes élections nationales, donc présidentielles 2016 et législatives 2017. Est-ce que c'est oui, ou bien le statu quo avec 2 franges qu'on connaît continue? Première question, en ce qui concerne l'UPADES. Et deuxième chose, la contradiction que je remarque à l'UPADES, c'est que l'UPADES a des élus, c'est-à-dire des candidats qui se sont présentés aux élections, ils sont élus, ils sont représentatifs dans les institutions nationales, et il y a aussi cette mouvance qui ne reconnaît pas le système, et du coup, ça crée une véritable difficulté. Le collectif, vous dire? Non, de l'UPADES. Voilà. Ah donc, oui, voilà. au sein de l'UPADES. Au sein de l'UPADES. En fait, l'UPADES, il y a une partie, c'est la même UPADES, il y a une partie qui a des élus dans la représentation nationale, et de l'autre côté, il n'y a pas d'élus, on conteste le système, hein, compte tenu de l'exposé que vous avez fait. Mais pour nous, permettez, hein, je sais qu'il y a beaucoup de militants de l'UPADES,
moi, je pense que c'est une difficulté. Sans rentrer dans les profondeurs, je me pose juste la question, est-ce que demain, l'UPADES pourrait surpasser ces divisions et redevenir un grand parti de gouvernement, ce qui sera, de mon point de vue, une force pour le collectif, pour le changement, pour le Congo. Deuxième volet, deux questions en ce qui concerne le collectif, les États généraux de la nation et la nation. Nous sommes le 10 aujourd'hui, dans 7 jours exactement, ça fera un an que la déclaration du 17 août qui suit les élections législatives d'août, juillet-août 2012, qui a donné donc naissance au collectif avec l'initiative donc de convoquer les États généraux. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez tout développé. Le moins que l'on puisse remarquer, c'est qu'aujourd'hui, nous en sommes encore à se mobiliser, à construire des actions pour voir si le rapport de force, s'il a changé. Le rapport de force qui est né à partir du méga meeting du 9 mars 2013, est-ce que ce rapport, de mon point de vue, ce rapport de force n'a pas été jusqu'ici suffisant? Question. Est-ce que nous devons, le collectif et le comité d'action, acter que cette stratégie aujourd'hui, compte tenu de la situation sur le terrain, parce que la stratégie adverse, vous l'avez décrit, on aura les jeunes, les femmes, les Poumou, le Kwilu, le Nyari, la cuvette, voilà. Donc il y a ce mouvement-là sur le terrain, de telle sorte que cette stratégie adverse s'installe, s'inscrive dans leur calendrier, mais les États généraux, on ne les a pas. Nous faisons quoi? Est-ce qu'il faut renforcer, amender la stratégie qui doit amener aux États généraux, ou bien acter dans un an, donc dans une semaine, que cette stratégie n'a pas donné les résultats escomptés, et en ce moment-là, est-ce que le collectif continue dans sa forme actuelle, c'est-à-dire coalition des partis, l'UPADES, l'ARD, ensemble de partis et d'autres, avec le partenariat du comité d'action, est-ce que cette coalition continue en l'état, peut-être dans une autre stratégie, oui ou non? Ou bien, est-ce que les grands partis, les grandes structures qui composent le collectif, du point de vue de leur autonomie politique, vont maintenant se préparer par rapport à 2016? Et dernière question, rapidement, je crois que ça reprend tout ce que vous avez dit, et je rebondis aussi sur le propos de Robert Poitiers-Pongou. Je remarque que le message de l'opposition n'est pas audible. Et pourtant, quand on regarde tous les ingrédients, pour prendre vos mots, tous les ingrédients sont là. On se pose toujours la question, pourquoi les populations qui sont les premières concernées ne s'approprient pas tous ces sujets? Tout est expliqué, les déclarations, les vidéos. Pourquoi les populations ne prennent pas en main ces choses-là et descendent dans la rue pour se soulever? Est-ce que c'est un échec pour l'opposition aussi que nous sommes? Je mets opposition entre guillemets. Donc voilà à peu près Merci beaucoup. ce que je voulais vous souhaiter. Merci mon cher Sir. On termine par Fortuné, tout au long de cette première question. C'est Fortuné, vous avez dit ça. J'étais pas sûr de parler, mais j'ai pris en prévision la parole parce que je me disais peut-être qu'on allait briser ce que je pensais au lieu de ce que j'ai entendu. Je crois que, je remercie Monsieur le Ministre, je crois que son expérience est assez édifiante dans la gestion du pays sous les différents régimes. Mais moi je pense que 16 ans après 97, je crois qu'il n'y a pas lieu de se lamenter parce que on devait parler de l'avenir. Tout ce qui a été dit ici, je pense que relève beaucoup plus du passé. Moi, je ne sais pas si c'est une question ou c'est une interrogation, mais qui s'adresse pas seulement au ministre, mais qui s'adresse aussi à mes congénères du combat. Nous sommes comité d'action,
et Monsieur le ministre et collectif des partis, collectif des 17, qui est un rassemblement de personnalités et non de partis politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes deux entités qui devaient faire corps commun. Et quand j'écoute certains ici, ils se mettent encore dans la situation de peuples qui attendent des dirigeants quelque chose. Moi j'ai 44 ans. Je crains que Monsieur le ministre, si mon père n'était pas mort, il est légèrement un peu plus jeune que mon père, puisse m'enterrer. Alors que, je veux dire, symboliquement, ce sont les enfants qui doivent enterrer leurs parents. On est en train de vieillir, mais on refuse de s'assumer. Tout ce qui a été dit pour moi est connu, mais il y a la seule chose qui a retenu mon attention, c'est ce qui a été dit à la fin. Nous ne savons pas si nous allons gagner ce combat, comment on va faire. Et comment on va faire? On ne peut pas gagner ce combat si on continue à considérer que le comité d'action n'existe pas. Si on continue à penser que seul on peut avoir la solution. Si nous sommes constitués comme corps, c'est parce qu'on a décidé d'être des acteurs. Et ça devait être pris en compte. Et on ne pourra pas trouver de solution si on est comme dans une situation de maître à élève. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on se détermine si nous devons continuer à aller ensemble ou chacun doit aller en ordre dispersé. Et si nous devons gagner, nous devons gagner ensemble. Et la bataille ne consiste pas à aller aux élections en 1996. La bataille, c'est se retrouver, gagner les États généraux, la convocation des États généraux, pour qu'on détermine le nouvel ordre politique. Parce que j'écoute des gens parler de... Le problème de l'UPADES ne nous concerne pas, ou d'un autre parti, c'est pas ici. Si l'ordre politique n'est pas régulé, il n'y aura pas d'exercice politique, et l'État n'existera pas. Donc il ne faut pas qu'on se disperse. Il ne faut pas qu'on se disperse. Donc je dis, pour moi, il faut déjà nous on n'est pas des citoyens, parce qu'on ne vote pas. On ne sait pas à quoi on sert. On parle de révision de la Constitution, mais est-ce qu'on est concerné? Même s'il y avait un référendum là-bas, on n'est pas concerné. Déjà ça, comme l'a dit les autres avant moi, on n'a jamais posé ce problème. Mais chaque fois qu'il y a des joutes politiques, on vient nous voir. Et nous non plus, on ne se rend pas compte, comme des moutons. On discute, mais on ne sait pas de quoi on parle en réalité. Donc je pense que le problème aujourd'hui, c'est, je pense qu'on ne peut pas acter le partenariat, c'est qu'on arrive à dire au ministre qu'on se comprenne pour qu'on se définisse si on doit continuer ensemble, que la prochaine fois qu'il y ait une délégation des membres représentatifs du collectif de 17 pour acter notre relation et qu'on voie comment nous pouvons tous nous retrouver demain au pays. Parce que si aujourd'hui les populations ne suivent pas, il faut le dire, l'échec de Sassou, ce n'est pas l'échec de Sassou tout seul, c'est l'échec d'une génération. 2012, l'abstention, ce n'est pas l'abstention contre Sassou. Il faut dire que les gens ne veulent plus voir les mêmes personnes. Mais moi, je dis toujours, je suis contre ceux qui disent qu'il faut chasser les vieux. Non, il ne faut pas chasser les vieux, mais il faut associer tout le monde dans la réflexion. Parce que quand on voit, nous qui voulons le changement et on considère qu'en face, ils ne veulent pas de changement, je crois que c'est même une erreur. Le PCT, assez jeune, ou encore assez femmes, mais l'opposition n'a pas assez jeunes, n'a pas assez femmes. Mais il faut que les acteurs politiques ressemblent à la majorité de la population aujourd'hui. On a comme l'impression que les acteurs politiques ne ressemblent, ils sont en dehors de la réalité. Donc il faut qu'on voie ce problème, acter le partenariat et travailler ensemble, faire des séances de travail pour bâtir une stratégie ensemble. Sinon, on va continuer à recevoir les gens et ça ne donnera rien.